Chaque animal est le fruit d'une infinité de paramètres et les comportements de chacun d'entre eux sont la conséquence de multiples interactions. C'est bien là ce qui fait toute la beauté du vivant. Qui ne s'est pas interrogé devant une telle perfection? La nature nous émerveille, nous permet d'avancer et de tirer les leçons des erreurs que nous commettons. Une malformation, une maladie, une mort précoce ou un comportement pathologique doivent être pour nous des signaux d'alerte. Confrontés à de telles situations, nous devons analyser et corriger nos erreurs. Il est toujours surprenant de penser qu'une jument peut refuser d'allaiter son poulain nouveau-né qui se retrouve alors en danger de mort. Ce sont les comportements les plus affirmés qui permettent à une espèce de survivre. En ce sens, la reproduction et l'alimentation doivent parfaitement fonctionner pour assurer la survie et garantir l'avenir de l'espèce en question. Quelle est donc la raison qui pousse une jument à refuser d'allaiter son poulain? Une alimentation excessive, censée favoriser une bonne lactation, peut être l'une des causes de ce dysfonctionnement. En effet, les éleveurs ont parfois tendance à suralimenter leurs juments pour les maintenir en forme. Elles sont donc très grasses au moment de la mise bas. Mais ce surpoids complique la mise bas dans la mesure où les juments doivent fournir plus d'efforts pour expulser leur poulain, allongeant ainsi de façon anormale le temps de travail. En outre, la montée de lait se produit au moment du travail, dès les premiers signes de dilatation de la vulve. Lorsque le travail est particulièrement long, la quantité de lait qui s'accumule dans les mamelles de la jument augmente et provoque des douleurs chez cette dernière. De la même façon, le poulain met plus de temps pour se redresser et donc pour téter, car il a fourni plus d'efforts pour naître et se trouve dans un plus grand état de fatigue. Lorsqu'il se redresse enfin, le poulain se dirige vers les flancs de sa mère à la recherche des mamelles. Attiré par la chaleur et les bruits du ventre de sa mère, le poulain, s'il tâtonne un peu, finit par trouver assez vite la mamelle qui va le satisfaire en colostrum. Mais cette zone est très sensible en raison de l'œdème produit par l'excès de lait. De plus, le poulain, en voulant téter à tout prix, occasionne lui aussi des douleurs à sa mère. Pour éviter ces douleurs qui sont parfois très vives, la jument choisit donc de s'éloigner. Les mises bas des juments primipares, c'est-à-dire les jeunes juments, sont plus longues que celles des multipares, les juments plus âgées. Chez les premières, le canal de l'accouchement doit s'ouvrir afin de laisser passer leur tout premier poulain. Voilà pourquoi ce type de comportement s'observe plus fréquemment chez les jeunes juments. Afin d'éviter cela, il est principalement conseillé de ne pas suralimenter la jument. Toutefois, si l'on se trouve devant le fait accompli, il est recommandé de lever l'un des antérieurs de la jument afin de lui tirer son lait et de diminuer ses douleurs. Dans des conditions normales, la jument commence à ovuler au milieu du printemps, donnant lieu à des naissances au début du printemps suivant. Les premiers jours, le poulain n'ingère que de petites quantités de lait, mais ces quantités sont essentielles pour qu'il reçoive les anticorps transmis par sa mère, puisque lui-même n'est pas encore capable d'en produire. C'est à l'arrivée de l'été, au moment où les pâturages sont riches et l'herbe fraîche, que le poulain commence à réclamer davantage de lait. À cette époque de l'année, la dissémination des graines est importante. De nombreuses plantes offrent à la jument la meilleure alimentation qui soit pour produire en quantité le lait dont son poulain a besoin. Une fois la saison chaude passée, le poulain continue de téter, mais les pâturages constituent désormais son aliment de base qu'il trouve par ses propres moyens. Le moment est donc venu de le sevrer. À l'âge de 7 mois révolus, le poulain est désormais capable de survivre sans problème loin de sa mère, qui, enceinte à nouveau, se prépare déjà à sa prochaine mise bas.
Les chevaux sont sans doute les quadrupèdes qui réalisent le plus grand nombre de mouvements lorsqu'ils se déplacent. Cela est dû aux nombreuses possibilités qu'ils ont de pouvoir combiner et alterner les temps d'appui de leurs 4 membres. Lorsqu'ils avancent, les chevaux déplacent toujours simultanément 2 membres, un antérieur et un postérieur. Voilà pourquoi on dit qu'ils se déplacent par bipèdes. La plupart des chevaux qui naissaient sur le continent américain, fruits de croisements entre des Barbes, des Espagnols et des Arabes amenés par les conquistadors, étaient eux capables de se déplacer aussi bien par bipèdes diagonaux que par bipèdes latéraux. On appelle phase de soutien le mouvement décrit par chaque membre, entre le moment où le pied quitte le sol et le moment où ce même pied s'appuie de nouveau au sol. Cette phase de soutien se décompose en 3 périodes. Tout d'abord, le ramener, lorsque le membre quitte le sol après la propulsion. Vient ensuite la suspension, qui correspond à un temps intermédiaire durant lequel le pied est à son apogée et en flexion maximale. Certains chevaux soulèvent davantage leurs pieds, d'autres le maintiennent assez bas. Enfin, l'embrasser ou l'engagement, qui termine l'avancée du membre jusqu'au contact avec le sol. La projection ou l'amplitude de la foulée dépend en grande partie de la position de l'épaule du cheval. Plus l'épaule est inclinée, plus la foulée sera ample. À la phase de soutien succède la phase d'appui, qui correspond au posé du sabot sur le sol, avec le bruit caractéristique qui l'accompagne, la battue. Lors de la phase d'appui, qui se décompose elle aussi en 3 périodes, le pied reçoit tout le poids du cheval lors de la première période, dite d'amortissement. Le pâturon s'abaisse alors pour jouer son rôle d'amortisseur. La durée qui sépare 2 battues successives est appelée communément un temps. Ce sont les battues, ou plutôt leur fréquence, qui donnent la cadence du cheval. La succession des battues donne, elle, le rythme. Lorsqu'un bipède se soulève puis se repose au sol en ne produisant qu'un seul bruit, et donc en une seule battue, on dit que le mouvement du cheval est isochrone. Si en revanche chacun des 2 membres se pose au sol alternativement, en produisant donc 2 bruits ou battues bien distinctes, on parle alors de bipède dissocié. Les 3 principales allures, le pas, le trot et le galop, se divisent également en temps. Le pas est une allure à 4 temps, le trot une allure à 2 temps et le galop une allure à 3 temps inégaux. Si les battues des bipèdes sont rythmées, autrement dit que les temps sont égaux, alors on parle d'allure symétrique. Si ce n'est pas le cas, on parle d'allure dissymétrique. Lorsqu'il existe dans une allure un temps dit de suspension ou de projection, lorsqu'aucun des 4 pieds ne touche le sol, on parle d'allure sautée. Ce phénomène ne peut pas s'observer au pas, puisqu'il s'agit d'une allure marchée sans temps de suspension. En revanche, le trot et le galop sont 2 allures sautées. On parle en effet d'allure marchée lorsque le cheval a toujours au moins un de ses 4 membres en contact avec le sol. La cadence ou le rythme d'une allure, on l'a vu, correspond à la fréquence des posés au sol. Une cadence peut donc être lente, rapide, précipitée, régulière ou irrégulière. Le trot est une allure naturelle, symétrique, à 2 temps, par bipèdes diagonaux alternés. Le cheval saute d'un diagonal à l'autre. À chaque temps, on entend la battue d'un bipède diagonal. D'abord l'antérieur droit avec le postérieur gauche, par exemple, c'est-à-dire le diagonal droit, puis l'antérieur gauche avec le postérieur droit, autrement dit le diagonal gauche. Si le cheval allonge ses foulées et augmente donc leur amplitude, le cavalier peut parfois avoir l'impression de voler. En effet, cela a pour conséquence d'allonger la période de suspension. C'est ce qui arrive au trot de course ou trot volant. Mais lorsque les membres s'appuient de nouveau sur le sol, la puissance de l'impact est considérable durant la phase d'amortissement et se transmet jusque dans la selle. Cela peut procurer un sentiment d'insécurité chez les cavaliers inexpérimentés. Lorsque le trot est raccourci ou rassemblé, le temps de suspension diminue jusqu'à quasiment disparaître, le trot se confondant progressivement avec le pas relevé.
On parle alors de trot rasant, moins rapide, mais bien plus confortable que le trot volant. En effet, au trot, plus l'amplitude des foulées est grande, moins l'allure est confortable. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de bien accompagner les mouvements du cheval, aussi bien au trot assis qu'au trot enlevé. Ralentir la cadence et raccourcir le trot permet de rendre l'allure plus confortable. Cela va également permettre de limiter les efforts pour accompagner les mouvements du cheval au trot assis. Le trot est considéré comme l'allure par excellence du cheval. C'est aussi l'allure que l'on choisit le plus souvent pour examiner les qualités de l'appareil locomoteur du fait de ses mouvements très réguliers. Chez un trotteur de course, le trot peut atteindre 50 km/h. Quant au trot normal, sa vitesse moyenne oscille généralement entre 14 et 16 km/h. L'idéal pour de longues randonnées à cheval. C'est en 1924 que fut créée l'Association argentine de développement équin. L'objectif de cette association était alors de contrôler et de diriger l'hybridation, autrement dit, les croisements entre les différentes races de chevaux qui arrivaient sur le territoire argentin. C'est ainsi que virent le jour, sur les recommandations de ce groupe de pionniers en matière d'élevage équin, les premières lignes de sang de deux types de chevaux bien distincts, l'un plus fin et plus léger, destiné à l'activité sportive, et l'autre, plus rustique, destiné au trait. Par la suite, les standards furent fixés afin d'encourager et de promouvoir la sélection de ces deux modèles, l'anglo-argentin d'un côté et le cheval de trait argentin de l'autre. Au fil du temps, c'est le modèle sportif, c'est-à-dire l'anglo-argentin, renommé par la suite selle argentin, qui est devenu le plus populaire et le plus recherché. En effet, la mécanisation de l'agriculture a progressivement entraîné le déclin du cheval de trait argentin. Mais aujourd'hui, les seules qualités morphologiques du père et de la mère d'un poulain ne suffisent plus à le déclarer apte à la reproduction. Le poulain doit en effet être soumis à un examen à partir de l'âge de 2 ans afin que sa préinscription au registre, effectuée durant les premiers mois suivant sa naissance, soit confirmée et validée. L'aptitude à la reproduction n'est pas un caractère héréditaire. Elle varie donc en fonction de chaque cheval. À la recherche de chevaux adaptés aux disciplines du dressage et du saut d'obstacle, l'association décida de fixer à 1,58 m la hauteur minimale au garrot pour les juments qui se présentaient à l'inspection et dont les origines étaient inconnues. Ces juments, une fois approuvés, furent croisés avec des étalons pur sang anglais de course arrivés directement d'Angleterre. Le résultat de ces croisements reçut donc d'abord le nom d'anglo-argentin. Avec le temps, les poulains argentins issus de ces pur sang anglais ont été à leur tour soumis à une inspection et approuvés, puis déclarés aptes à la reproduction. Le studbook est resté ouvert à des étalons reproducteurs d'autres races, lesquels permettaient d'améliorer les modèles et d'obtenir d'excellents résultats dans la sélection et la production de chevaux de sport. Mais après la guerre des Malouines, qui opposa en 1982 l'Argentine à l'Angleterre, les éleveurs argentins choisirent de changer le nom d'anglo-argentin en selle argentin. Depuis ce jour, c'est donc l'appellation selle argentin qui prévaut. Il existe aujourd'hui une certaine homogénéité entre les différents reproducteurs, ce qui permet de fixer les caractéristiques participant à l'amélioration de la race. L'actuel standard de la race définit le selle argentin comme un cheval eumétrique, autrement dit de taille normale. Son poids moyen est d'environ 450 kg. On privilégie généralement les spécimens médiolignes, c'est-à-dire parfaitement équilibrés. Un cheval médioline tient dans un carré parfait.
Il s'agit donc d'une morphologie dite moyenne aux formes et aux proportions harmonieuses, typique de la grande majorité des races de chevaux de selle. La tête présente un profil rectiligne, elle doit également être légère et sèche. Les maxillaires inférieurs et supérieurs, soit les os de la mâchoire, doivent être bien séparés entre eux, mais sans pour autant limiter la flexibilité latérale de l'encolure. Les yeux vifs et expressifs doivent être bien séparés, sur un front large. Au bout du nez, les naseaux doivent être très mobiles, sans forcément être très grands, afin de favoriser la dilatation lorsque des efforts intenses l'exigent. L'encolure doit être étroitement attachée à la tête, mais épaisse à la base et bien acérée dans les épaules. L'harmonie de l'encolure est l'un des principaux critères de sélection. La crinière et la queue des selles argentins doivent présenter des crins à la fois fins, lisses et souples. Le garrot du selle argentin doit quant à lui être bien étendu et proéminent. Il doit donner l'impression de pouvoir supporter une épaule forte, longue et inclinée. La cage thoracique doit être profonde, du garrot jusqu'au sternum. Vue de face, elle doit être de préférence ovale et non ronde, avec des côtes bien cintrées. Idéalement, le sternum doit être assez proche du sol pour maintenir le centre de gravité du cheval assez bas. On privilégie également un dos relativement court qui va permettre d'obtenir une attitude rassemblée de manière plus naturelle. La ligne du dessus doit être bien musclée et s'élever légèrement au niveau de la région des reins et de la croupe. La croupe, justement, doit-elle être suffisamment inclinée pour permettre au postérieur de s'engager plus facilement sous la masse du cheval. La partie basse des membres doit être solide, avec notamment des canons forts et robustes, capables de supporter tout le poids du cheval après un saut. Les aplombs doivent naturellement être réguliers, avec des genoux et des jarrets bas et solides. Les canons seront de préférence assez courts. Quant aux boulets, ils doivent être secs et forts au-dessus de pâturons flexibles, moyennement longs et inclinés. Les robes acceptées sont l'alezan, le bai, le noir et le gris, ainsi que toutes leurs nuances. Si le selle argentin affiche un tempérament énergique et vif, qui lui vient sans doute de ses origines sportives, notamment des pur-sang anglais, il n'en est pas moins doux et noble. C'est un cheval conçu et pensé pour la compétition et les premières places. Il n'est donc pas étonnant de retrouver de nombreux représentants de cette race dans les différentes épreuves olympiques. La liberté et les grands espaces dont ils jouissent dans les élevages en Argentine constituent en effet des conditions idéales pour des chevaux destinés à la compétition de haut niveau. Les allures aériennes des selles argentins donneraient même parfois presque l'impression qu'ils vont finir par s'envoler. Le criollo est l'une des races de chevaux les plus rustiques et les plus résistantes du monde. Sa faculté à marcher pendant des jours et à parcourir des centaines de kilomètres sans se fatiguer l'a rendu célèbre dans le monde entier. En effet, sa résistance et son endurance constituent les principales qualités du criollo. Pour promouvoir le criollo et mettre en avant les formidables caractéristiques de cette race, l'Association des éleveurs de criollo en Argentine organise chaque année une grande course d'endurance longue de 750 km qui réunit exclusivement des chevaux inscrits au studbook de la race. Pour participer à cette course, les chevaux doivent également être âgés d'au moins 5 ans. 8 jours avant le début de la course, les chevaux sont réunis et mis au pré à l'endroit du futur départ, afin qu'ils se mettent en condition et s'habituent à l'alimentation qui sera la leur tout au long de la course, à savoir de l'herbe. Personne n'est autorisé à nourrir les chevaux et à leur fournir des aliments autres que ceux prévus par les organisateurs. La veille du départ, les concurrents viennent faire courir et détendre leurs chevaux, contrôlent l'état de leurs sabots et leur coupent les crins, tandis qu'un jury classe l'ensemble des montures dans 3 catégories morphologiques bien distinctes: les étalons, les juments et les hongres. Une fois les binômes inscrits pour la course,
Un cavalier ne peut plus être remplacé, excepté en cas de force majeure. L'intégralité du parcours est balisée et les cavaliers l'ont auparavant déjà reconnu. Si une partie du parcours suit le tracé d'une route, la grande majorité de la course se déroule sur des chemins de terre. Les chevaux acceptés par le jury ont préalablement été soumis à l'examen d'une équipe vétérinaire, laquelle les a ensuite autorisés à participer à cette épreuve d'endurance. Il n'est pas rare cependant que des chevaux soient éliminés par les juges ou bien arrêtés par l'équipe vétérinaire, notamment s'ils démontrent une très forte agressivité, se révèlent être porteurs d'une maladie contagieuse ou présentent d'importantes lésions. Les chevaux doivent obligatoirement être chargés d'un poids minimum de 100 kg, lequel comprend l'ensemble des pièces d'équipement et de harnachement. Cette course d'endurance étant libre, les binômes chevaux-cavaliers évoluent donc à l'allure qu'ils souhaitent. Longue de 750 km, la course se déroule en 14 jours pour autant d'étapes, avec un jour de repos prévu au bout de 8 jours. L'épreuve dure donc 15 jours au total. Pour parcourir la distance journalière, les binômes courent surtout le matin et le soir, afin d'éviter les grosses chaleurs. Ils doivent ainsi réaliser un certain nombre de kilomètres pour compléter une étape. La longueur des étapes est, elle, variable. Certaines font 40 km, d'autres 50 km, les plus longues étapes de cette épreuve étant de 60 km. Pour chaque étape, le jury fixe un temps minimum et un temps maximum. Naturellement, chaque concurrent doit achever l'étape dans un temps compris entre ces deux délais. Le temps maximum total autorisé pour les 14 étapes est de 67 heures et 30 minutes. Lorsqu'un cavalier termine l'épreuve en réalisant un temps plus rapide, on lui attribue dans tous les cas le temps minimum fixé par l'organisation. À la fin de chaque étape, les chevaux sont emmenés dans un paddock ou dans un enclos et sont tenus d'y rester jusqu'au départ de l'étape suivante. L'administration de substances dopantes, de stimulants, d'antithermiques, mais également d'aliments spéciaux tels que le sucre, même en petite quantité, entraîne une disqualification immédiate du binôme. Tout acte de brutalité et tout comportement agressif de la part d'un cavalier envers son cheval fait également l'objet d'une disqualification. Naturellement, un classement par temps est établi pour chaque catégorie. On calcule pour chaque concurrent le temps total établi durant les 14 étapes. Seuls les binômes ayant achevé la course dans les délais fixés par le jury sont pris en compte dans le classement. Il existe bien sûr différentes stratégies de course. Choisir par exemple une allure rapide lorsque la température est encore fraîche et ralentir dès qu'il fait plus chaud. D'autres préfèrent rester derrière un ou plusieurs chevaux et se laisser aspirer afin d'avancer sans réaliser trop d'efforts. Évoluer en groupe peut aussi être très stratégique. Cela permet à certains concurrents de surveiller de près un rival potentiel pour casser son rythme et donc le fatiguer. En fait, chacun organise sa course selon sa propre tactique, l'essentiel étant de respecter le règlement. Tous les concurrents partent en même temps et un premier ravitaillement situé à la moitié de la première étape permet aux cavaliers de se rafraîchir. Les concurrents sont régulièrement informés de leur position dans la course et sont tenus au courant de l'évolution de leur chronomètre par rapport au délai maximum autorisé. Des bivouacs organisés entre les étapes permettent aux chevaux et aux cavaliers de se reposer et de manger. Chacun d'entre eux a déjà en tête l'étape du lendemain, en quête de la stratégie qui va les mener, sinon la victoire, du moins jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais l'essentiel est ailleurs. Cette course d'endurance, unique en son genre, est bien la preuve, s'il en fallait une, que le Criollo est l'un des chevaux les plus résistants et les plus robustes du monde. Au vu de l'activité sexuelle des juments, qui est saisonnière, on peut dire que la nature est bien faite. En effet, c'est au printemps et en été que la reproduction est la plus intense.
Conséquence, la grande majorité des mises bas a lieu durant les beaux jours, augmentant ainsi les chances de survie des poulains. Les hommes ont longtemps cherché à gérer et à contrôler la reproduction des chevaux, essentiellement à des fins personnelles. Dans des conditions naturelles, la jument se prépare à la reproduction, autrement dit se montre réceptive à l'étalon, dès que l'hiver touche à sa fin et que les températures remontent. Cela coïncide en effet avec l'augmentation de la luminosité, et c'est cette luminosité qui stimule généralement au début du printemps le développement d'un ou de plusieurs follicules ovariens. Il faut d'ailleurs rappeler que les courses hippiques les plus prestigieuses, de trot comme de galop, sont bien souvent réservées à des poulains âgés de moins de 3 ans. À cet âge-là, une différence d'1 ou 2 mois n'est pas négligeable dans le développement du cheval. Voilà pourquoi anticiper la mise bas peut présenter dans certains cas beaucoup d'avantages. La nature est faite de telle sorte qu'elle empêche l'ovulation de se faire si l'ensoleillement n'est pas suffisant, afin d'éviter que les poulains ne naissent en période hivernale. Le climat serait alors trop froid, la neige recouvrirait les pâturages et les gelées empêcheraient les chevaux vivant en liberté de se nourrir correctement. Dans de telles conditions, la survie d'un poulain n'est en effet pas garantie. Mais les hommes disposent aujourd'hui de différents moyens pour prendre soin des juments et de leurs poulains. Ils peuvent donc prendre le risque d'anticiper la fécondation. Ainsi, la chaleur du box, une alimentation composée de céréales et de foin, et l'usage de couvertures permettent aux poulains de supporter sans difficulté les premiers jours suivant leur naissance. Il est donc possible de débuter la compétition avec des chevaux ayant quelques mois de plus. Un poulain né en janvier sera plus mûr et plus puissant qu'un poulain du même âge né en mai. En outre, cela va limiter le risque de blessure tout en augmentant les possibilités de victoire lors de prix prestigieux. Dans le but d'anticiper et de stimuler la reprise de l'activité ovarienne, il existe aujourd'hui des techniques qui permettent de modifier le cycle naturel de reproduction de la jument. La première d'entre elles consiste à augmenter la ration d'aliments quotidienne, ce qui va avoir pour effet d'engraisser la jument et de la mettre en condition de gestation, ce qui est d'ordinaire le cas à la fin de l'hiver. Les aliments ingérés par la jument à ce moment-là devront de nouveau lui être proposés l'année suivante, cette fois pour produire le lait destiné au poulain à sa naissance. Les hormones d'orexine et de leptine libérées dans le sang informent le cerveau de la jument de l'état nutritionnel de son corps, en fonction de quoi l'organisme va déclencher ou non l'oestrus, autrement dit, les chaleurs. Toutefois, la reprise de l'activité ovarienne est surtout stimulée par l'allongement des journées et par l'augmentation de la quantité de lumière, la jument sécrétant alors de la mélatonine via sa glande pinéale. Pour agir de nouveau sur la cyclicité naturelle de la jument, l'homme peut donc intégrer à son alimentation des produits contenant la fameuse mélatonine, car l'on a découvert l'existence de récepteurs ovariens capables de recevoir cette hormone sans complications. Mais cela ne se révèle pas suffisant si l'on n'augmente pas parallèlement la durée lumineuse journalière par un apport de lumière artificielle, de manière à avancer la date des premières chaleurs et donc de la première ovulation. La mise sous lampe ou photostimulation consiste donc à éclairer le box ou le paddock à l'aide de lampes, soit en une seule fraction de 6 heures, le matin ou le soir, soit en 2 fractions de 3 heures, l'une le matin, l'autre le soir. Ainsi, en allongeant artificiellement la durée du jour en hiver, on mime l'éclairement du printemps, ce qui favorise la reprise de l'activité ovarienne de manière beaucoup moins agressive que certains traitements pharmacologiques censés déclencher les chaleurs. Les étalons voient également leur production de spermatozoïdes baisser en hiver. Si l'on souhaite procéder à une monte naturelle, il est donc nécessaire de les préparer afin de garantir le succès de l'opération. En effet, l'augmentation des rations de nourriture, associée à des apports en vitamines A et B, ainsi qu'à un allongement de la durée de luminosité journalière, favorise et stimule la spermatogénèse.
En revanche, travailler avec du sperme congelé ne présente pas de difficulté, tant que les conditions de l'étalon donneur ont été respectées, ainsi que celles du processus de congélation. Dès que les chaleurs se déclenchent, on procède à la fécondation de la jument, qui mettra bas son poulain quelques semaines avant les autres juments, lesquelles auront été fécondées sous photopériode naturelle. La photopériode artificielle se révèle donc avantageuse pour les éleveurs, en particulier dans le domaine des courses. Un bon entraîneur, comme un bon cavalier du reste, doit être capable de reconnaître le cheval qui répondra le mieux, de par sa conformation et ses qualités physiques, aux exigences de la discipline à laquelle on le destine. Au sein de grandes hardes de chevaux d'une même race, il est facile d'observer et de comparer les individus, et donc de mettre en évidence les défauts et les qualités des uns et des autres. En revanche, lorsqu'on examine un cheval en particulier, il est nécessaire d'avoir à disposition les éléments permettant de mesurer et d'évaluer toutes ses caractéristiques, puisqu'il est impossible de se baser sur le modèle d'autres chevaux. Le standard d'une race fixe donc les détails de sa morphologie et de sa robe, ainsi que ceux de ses traits comportementaux. Il détermine ainsi la taille minimale et maximale de la race, mais aussi son type et son tempérament. En général, il est donc rare de se tromper lorsqu'on sélectionne des chevaux de taille normale ou moyenne, autrement dit des chevaux eumétriques, puisqu'ils correspondent aux valeurs moyennes fixées par la plupart des standards. Mais les choses se compliquent un peu lorsque l'œil, même expert, n'est plus en mesure de déterminer avec précision la bonne conformité d'un cheval aux standards de sa race. Il devient alors difficile de prendre la bonne décision. Pour mesurer correctement la taille au garrot d'un cheval, on utilise donc un hippomètre, communément appelé une toise, dans le milieu de l'équitation. On trouve sur le marché différents modèles de toises ou d'hippomètres, dont le matériau, la taille et la forme peuvent varier. Cependant, tout hippomètre doit être constitué de deux éléments essentiels. Une tige ou canne verticale graduée à la fois en centimètres et en inches, le plus souvent jusqu'à 1,80 m, et un bras ou réglette perpendiculaire rétractable qui vient s'appuyer sur le garrot du cheval pour mesurer avec précision sa hauteur. Sur la grande majorité des modèles, on trouve aujourd'hui sur le bras rétractable un niveau à bulle qui permet de s'assurer que la toise est parfaitement droite. L'hippomètre doit être utilisé sur un terrain plat et régulier, de manière à éviter les erreurs de mesure. Il faut aussi que les 4 membres du cheval soient bien appuyés au sol et donc contrôler qu'aucun des membres ne soit au repos, c'est-à-dire sans appui. Pour réaliser correctement cette opération, il faut se placer à côté du cheval et tenir la toise bien à la verticale, derrière l'antérieur. Il faut ensuite chercher le point précis du garrot sur lequel placer la réglette. Ce point correspond à la pointe du garrot. En caressant le garrot de l'arrière vers l'avant, il faut localiser l'endroit où l'extrémité des apophyses se fait moins dure et où la peau est plus souple, créant comme une légère dépression. C'est à cet endroit précis qu'il faut mesurer la hauteur du cheval. Cette technique est universelle. En effet, on mesure les chevaux au garrot dans le monde entier, et ce pour une raison essentielle. Il s'agit du seul point chez le cheval qui n'est pas altéré par une surcharge pondérale ou par les mouvements de l'encolure. Ensuite, à l'aide d'une ficelle, d'un ruban ou encore d'un mètre de couturière, il faut mesurer l'autre paramètre fondamental du cheval avec la hauteur au garrot, c'est-à-dire son périmètre thoracique. Avec le ruban ou la ficelle, on fait donc le tour de la cage thoracique précisément au niveau du passage de sangle et en avant du garrot. On peut ensuite prendre la mesure exacte de la ficelle ou du ruban avec le mètre de couturière. L'essentiel étant de bien passer juste derrière le coude, au passage de sangle, car il s'agit là du point le plus étroit du thorax. Il faut bien sûr veiller à ce que le ruban soit posé bien à plat sur tout le tour de la cage thoracique et qu'il ne s'entortille pas. Enfin, au moment de rejoindre les deux extrémités du ruban, il ne faut pas trop le serrer. On obtient généralement 2 valeurs, l'une prise pendant l'inspiration du cheval, l'autre pendant l'expiration. C'est cette dernière valeur, naturellement plus basse, que l'on prend comme référence.
Là encore, il est préférable de recommencer l'opération pour être sûr que la mesure obtenue soit la bonne. La plupart du temps, les juments ont un périmètre thoracique plus large que les chevaux de la même race, à raison de 2 ou 3 cm supplémentaires. C'est tout à fait normal, car elles ont besoin de davantage d'espace pour accueillir et porter le poulain durant la gestation. Pour finir, il reste un dernier paramètre à mesurer chez le cheval, la circonférence ou périmètre du canon. Sur les membres antérieurs, sous le genou, se trouve un point précis où le canon se rétrécit. Dans ce cas également, il faut mesurer la circonférence du canon à l'endroit où ce dernier est le plus fin. On dit souvent qu'un cheval présentant un périmètre du canon assez large possède en conséquence une structure osseuse solide et une musculature puissante, ce qui est considéré comme une qualité. Toutefois, certaines personnes écartent les chevaux dont le canon est trop large. Ils considèrent qu'un canon trop charnu affecte les capacités physiques et donc le rendement du cheval. Par contre, une structure osseuse fragile va généralement de pair avec une musculature peu développée. Cela constitue, à n'en pas douter, un défaut bien plus important que le précédent. Cependant, lorsque les articulations présentent des tendons bien définis et bien relevés, constituant par conséquent ce que l'on appelle des membres secs, elles procurent généralement une sensation de sécurité et de robustesse. C'est dans ce cas-là plutôt une qualité. Il est donc préférable de privilégier dans la mesure du possible des mensurations moyennes qui permettent de répondre à la plupart des standards. Nous avons désormais pris connaissance des principaux paramètres de mesure du cheval, qui permettent de le comparer aux autres chevaux, qu'ils soient ou non de la même race. Il ne faut pas pour autant mettre entre parenthèses les exigences d'harmonie et d'équilibre dans la conformation d'un cheval, mais de tout cela, nous parlerons plus tard. Le dressage d'un cheval a pour objectif de l'éduquer progressivement à la discipline à laquelle on le destine. Ce processus vise également à donner au cavalier une confiance totale en sa monture, et ce, quel que soit l'endroit. Chaque dresseur a la secrète ambition de faire de tous les chevaux avec lesquels il travaille des montures dociles, que ce soit dans un enclos ou sur la piste avec d'autres chevaux, mais également en promenade, dans la nature comme en ville, entouré de voitures. On ne peut pas considérer comme achevé le dressage d'un jeune cheval s'il n'a été jusque-là monté que dans un enclos, un paddock ou un manège aux dimensions limitées. Pour faire sortir le cheval en extérieur, il faut d'abord être sûr de bien contrôler son rythme et sa direction sur l'habituelle piste de travail. Il faut aussi sentir que le cheval ralentit avec docilité, sans effort et sans opposer de résistance à l'embouchure. Il doit en outre évoluer bien relaxé et en équilibre, aussi bien en avançant qu'en reculant. Un jeune cheval prêt à sortir du manège ou de la carrière doit en effet être capable de tourner facilement et d'exécuter correctement un demi-arrêt, et ce, quel que soit son rythme et l'endroit où il se trouve. Il faut aussi être en mesure de faire travailler le cheval en main à l'aide d'une seule rêne et s'assurer qu'on peut l'attacher un peu partout lorsque cela s'avère nécessaire. Une fois tous ces critères réunis, on peut donc sortir du manège sans risque et sans difficulté. Cela permet également de prendre les bonnes décisions, même si l'on ne se trouve plus dans un enclos ou un manège délimité par des palissades ou des pare-bottes. Avant toute chose, il est recommandé de faire sortir le cheval du manège pour l'emmener en promenade sans le monter. On peut par exemple le mener en main avec une longe ou bien encore accompagné d'un autre cheval, de manière à l'habituer à ce nouvel environnement. Un sac en plastique qui vole, une voiture qui passe à proximité, un inconnu qui marche, un chien qui aboie ou encore un camion qui surgit par surprise. À
À cet effet, le licol utilisé doit être assez solide et sûr, fixé à une longe suffisamment longue. Rappelons qu'un cheval en liberté, en dehors de son environnement habituel, peut représenter un réel danger. Chaque fois que l'on se trouve dans un nouvel endroit, il faut donc laisser le cheval observer tout ce qui attire son attention. Et quand on est sûr qu'il est détendu, on peut continuer à avancer. La première fois, il est conseillé de monter le cheval sur la piste à laquelle il est habitué, en le faisant travailler jusqu'à ce qu'il soit assez fatigué pour le faire sortir en extérieur. Un cheval fatigué n'a ni la force ni l'envie de se laisser effrayer par un bruit ou un mouvement nouveau et restera donc plus calme. Au cours des premières sorties, il est donc normal que le cheval soit très attentif à ce qui se passe autour de lui et ralentisse souvent. Au début, le faire marcher droit se révèle par conséquent plutôt difficile. Ce n'est cependant pas très important, car cela se corrige avec le temps. On peut ensuite choisir une direction au hasard. Si le cheval a tendance à dévier plus d'un côté que de l'autre, il ne faut pas trop s'inquiéter, tant qu'il maintient la bonne direction. En revanche, la main doit rester légère et maintenir un contact moelleux avec la bouche du cheval pour le faire avancer. On commence par travailler au pas afin de détendre le cheval, avec une foulée franche et une attitude assez libre. On peut ensuite changer d'allure et monter au trot, en cherchant à allonger le rythme le plus possible. Le trot enlevé est ici conseillé pour allonger le rythme. Toutefois, il ne faut pas laisser le cheval profiter de ce changement d'amplitude pour partir au galop. Il faut sentir que le cheval cède bien aux mains et aux jambes, autrement dit qu'il répond correctement à leurs actions. Si l'on ne parvient pas à le contrôler au trot, il est naturellement inutile de le faire monter au galop. En revanche, si tout se passe bien, au pas comme au trot, on peut ensuite le laisser partir au galop. Il faut d'abord opter pour un galop moyen, presque sans contact. En effet, si l'on tire trop sur les rênes, cela va s'avérer difficile de faire partir le cheval. Une fois lancé au galop, il faut progressivement augmenter le contact pour donner au cheval rythme et cadence. On se retrouve donc désormais en extérieur avec un jeune cheval qui cède correctement aux aides. Il faut à présent répéter les transitions, les changements de rythme, ainsi que les demi-arrêts, puis lui imposer une direction précise à suivre. Si ces premières sorties en extérieur se révèlent concluantes, on aura fait un grand pas en avant dans le processus de dressage. Le jeune cheval va en effet éprouver de nouvelles sensations et manifester de nouvelles envies, un signe très encourageant qui témoigne de sa bonne croissance. Les acheteurs qui se présentent dans les élevages ou dans les ventes aux enchères cherchent la plupart du temps un cheval à la fois beau et docile. Au-delà du prix qu'un acheteur est prêt à payer, n'oublions jamais qu'un cheval qu'on dit bien dressé ne se révèle pas forcément très facile ou accommodant, et qu'au contraire, un cheval conciliant et docile n'est pas toujours très bien dressé. Il nous paraît donc utile d'éclaircir ce point, car il n'est pas rare que des cavaliers novices, enthousiastes à l'idée de posséder leur propre cheval,
soit confronté à ce genre de surprise. Lorsqu'on parle d'un cheval bien dressé, on fait surtout référence à sa capacité à comprendre les indications transmises par son cavalier et à y répondre franchement et sans résistance, avec des mouvements et un rythme adapté. Et même si un cheval a participé à quelques-uns des plus grands concours hippiques, allant jusqu'à signer quelques victoires, il faut rester très vigilant. Un cheval correctement dressé n'a par exemple pas besoin d'une impulsion très marquée de la jambe pour partir au galop. Seule une légère action ou pression du mollet suffit à le faire avancer. Un cavalier novice ou inexpérimenté peut parfois être tenté de fermer les jambes, c'est-à-dire de serrer les jambes contre les flancs de sa monture, notamment pour éviter de chuter lorsqu'il sent qu'il perd l'équilibre. Dans un tel cas, si le cheval est bien dressé mais qu'il se révèle un peu trop sensible, il peut interpréter cette pression comme une indication pour aller plus vite. Sa réaction, hélas, sera donc l'exact contraire de celle attendue par le cavalier. En outre, un cheval correctement dressé, mais plutôt réactif, tourne à la moindre pression des rênes sur l'encolure. Et si le cavalier indique à sa monture la direction dans laquelle il doit tourner, en tenant les deux rênes dans une seule main, le cheval va sentir la rêne extérieure s'appuyer sur son encolure, tandis que la rêne intérieure reste suspendue en l'air. Cette manière de guider le cheval peut entraîner de sa part deux réactions bien distinctes. D'abord, une brusque incurvation vers l'intérieur, qui peut par conséquent entraîner la chute du cavalier encore débutant. Mais le cheval peut également réagir s'il sent que la rêne extérieure sur son encolure ne maintient pas l'incurvation amorcée par la rêne intérieure. Il va alors tourner sa tête vers l'extérieur et s'incurver dans le sens opposé à celui demandé par son cavalier. Un jeune cavalier, craignant sans doute une erreur de sa monture, peut alors avoir tendance à augmenter la pression sur les rênes afin d'obliger sa monture à changer de direction. En effet, un cavalier débutant se rend rarement compte des erreurs qu'il commet et des mauvaises indications qu'il transmet à son cheval. Lorsqu'on augmente la pression des aides avec un cheval bien dressé mais un peu sensible, qui plus est auquel on a déjà enseigné le cabré, il peut arriver que l'action conjuguée des rênes sur son encolure et sur sa bouche le pousse à se cabrer. Inutile de décrire dans ce cas-là la panique du cavalier qui se retrouve confronté à une réaction de sa monture totalement contraire à celle qu'il attendait. Un cheval bien dressé n'a normalement pas besoin d'une pression exagérée sur sa bouche pour ralentir. Ici aussi, la responsabilité est imputable au jeune cavalier, incapable de maintenir un contact léger pour transmettre ses indications. Bien souvent, les cavaliers novices se pendent aux rênes, par crainte ou incompétence, en donnant des à-coups. Lorsqu'un cheval bien dressé ressent une force et une pression excessive dans sa bouche, il relève et secoue sa tête pour résister et tenter d'évacuer cette sensation désagréable sur ses gencives. Cette réaction peut bien sûr se révéler très dangereuse pour le cavalier. Il peut recevoir un coup de tête de la part de son cheval, voire même chuter. Il est donc conseillé aux débutants de choisir des montures que l'on peut qualifier de faciles ou conciliantes, mais pas nécessairement parfaitement dressées. D'un cheval facile ou accommodant, on attend en effet qu'il soit docile dans les départs aux 3 allures, mais sans être trop sensible. Dans ces conditions, le cavalier peut contrôler l'allure et le rythme avec plus de facilité, même si le manque de sensibilité du cheval peut parfois rendre les transitions plus approximatives. Il est également préférable, toujours dans le cas d'un cheval conciliant, que ce dernier soit préparé à recevoir des mauvaises indications de la part de son jeune cavalier. Il devra donc avoir une bouche plutôt dure. Les chevaux trop sensibles ne supportent pas en effet les erreurs de conduite de leur cavalier. Un cheval facile ou accommodant doit par ailleurs être calme dans ses mouvements,
et ainsi permettre à son cavalier d'accompagner correctement sa monture. Certains parleront de lenteur ou de paresse de la part du cheval, quand il s'agit en réalité d'une véritable qualité. En outre, il est souvent nécessaire d'exercer une action des jambes et des mains assez énergique pour faire avancer un cheval facile ou conciliant. Mais même si ces chevaux ne sont pas parfaits, ils offrent aux cavaliers, notamment débutants, l'affection et la sécurité dont ils ont tant besoin. Le plus important n'est-il pas de s'amuser et de prendre du plaisir en toute sérénité? La compétition, elle, viendra en temps voulu.